Merci Thomas, on démarre effectivement ce 60 minutes business spécial Toulouse avec un premier plateau, évidemment c'est incontournable ici à Toulouse autour de l'aéronautique et du spatial avec mes deux premiers invités. Bonjour Olivier Lèbre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de BFM Business à Toulouse. Vous dirigez l'école qui fait rêver tous les ingénieurs, tous les Français, tous les jeunes qui rêvent un jour de travailler dans l'espace et dans l'aéronautique. Je parle bien sûr de l'ISAE Supaéro. Vous dirigez la 5e école d'ingénieurs la plus demandée en France, hein, si je ne dis pas de bêtises, derrière Polytechnique, Centrale, les Mines et les Ponts. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas rien. On va évidemment y revenir. Et avec vous, en face de vous, donc Didier Meignier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, vous avez créé et vous gérez une pépite française du spatial, l'entreprise Mécanoïdé. Pour résumer, vous fabriquez des composants de satellites et notamment les composants aujourd'hui pour les tout petits satellites, cette nouvelle génération de satellites qui composent les constellations qui décollent de plus en plus vers l'espace, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est une entreprise qui a été créée il y a 27 ans, j'ai créé il y a 27 ans. On a commencé à travailler dans le monde du spatial traditionnel et on s'est tourné depuis quelques années vers le spatial, New Space et petits satellites. Exactement, voilà. Et c'est l'objet de notre plateau. Alors merci à tous les deux d'être là. Olivier Lèbre, je vais commencer par vous. On l'a vu, hein, l'actualité vraiment nous sert. Emmanuel Macron, le commissaire européen à l'industrie au marché intérieur Thierry Breton, et puis tous les ministres européens de l'espace étaient là avant-hier pour sonner quelque part un petit peu la mobilisation générale autour de l'espace, pour tracer une feuille de route pour le secteur et des priorités. Qu'est-ce que ce déplacement vous inspire? Est-ce que ça vous inspire de l'espoir avec beaucoup de nouveaux projets et des nouveaux moyens? On a vu 2,5 milliards pour une nouvelle constellation, ou aussi quelque part un peu d'inquiétude peut-être face à nos concurrents asiatiques et américains qui sont très agressifs et qui ont peut-être pris de l'avance sur un certain nombre de projets. Écoutez, je pense qu'effectivement, il faut d'abord plutôt voir les choses sur leur angle positif. On a vécu du côté aéronautique quelques années difficiles, mais on est maintenant dans une phase qui est plus qu'une phase de reprise, une phase vraiment, on change d'air, je dirais. On est en train d'ouvrir plein de nouveaux champs, qu'il s'agisse de services, qu'il s'agisse d'objets, qu'il s'agisse de modèles économiques. Et c'est vrai aussi également pour le spatial, qui a été moins touché par la crise de son côté. Ouais. Et nous avons des positions qui sont très fortes en la matière aujourd'hui. La France, historiquement, a été leader sur l'aéronautique. La France est leader européen sur le spatial. Et il faut évidemment se saisir de ces nouveaux champs qui sont en train de s'ouvrir. Il faut s'y lancer avec confiance et détermination. Et Dieu merci, c'est effectivement ça qui ressort des dernières annonces qui ont été faites. Alors bien évidemment, vous l'avez dit, la compétition est très Oui, parce que voilà, c'est le mot que vous employez. Vous dites on est leader historiquement. Mais pour la suite, vous êtes inquiet ou vous êtes confiant ? Je suis confiant parce qu'on s'appuie sur les positions déjà acquises. Je suis confiant aussi parce que je vois dans mon école, les jeunes qui arrivent sont des gens qui sont extrêmement motivés par tout ce qui est en train de se passer. Toute cette ouverture, tout ce foisonnement d'initiatives, c'est quelque chose qui les motive, c'est quelque chose qui attire des jeunes d'excellente qualité, qui n'est pas que de France. D'ailleurs, on a 40% d'étudiants étrangers qui nous rejoignent chaque année. Et je suis très confiant dans leur capacité à poursuivre ce qui a été fait par les générations précédentes, par leurs aînés, pour effectivement positionner notre industrie et la France au meilleur niveau dans tous ces domaines. Vous accueillez combien de jeunes par an ? Nous, on est à peu près à 1900 étudiants sur notre campus. Ça fait 750 diplômés par an, donc c'est un flux qui est significatif. D'accord, il y a à peu près 800 nouveaux étudiants qui arrivent tous les ans chez vous. Donc 40% qui viennent du monde entier. Et on s'insère dans un ensemble d'écoles d'ingénieurs, qu'on appelle le groupe ISAE, où on est à plus de 2000 diplômés par an, pour nourrir cette industrie aéronautique et spatiale, des passionnés qui viennent pour cela. Alors, on parlera d'aéronautique parce que c'est un point très important aussi, toujours sur le spatial. Donc, vous qui êtes vraiment au contact du marché, comment est-ce que vous voyez les choses et cette recomposition? Effectivement, vous parlez du New Space, de ces nouveaux acteurs qui n'étaient pas là encore il y a quelques années. Emmanuel Macron, quelque part, les prend pour exemple, hein, quand il prend son plan d'investissement. Il dit aujourd'hui, les grands groupes n'ont plus été capables d'innover. Il a fallu une nouvelle méthode, une nouvelle feuille de route, un génie créatif, Elon Musk, et puis un État derrière qui a beaucoup subventionné. Comment est-ce que vous regardez tout ça et comment est-ce que la France peut ou pas profiter de ce nouveau paysage ? Donc, effectivement, il y a une dynamique dans le secteur spatial qu'on n'a pas connue depuis que moi j'ai commencé dans le spatial. Vous n'avez jamais connu ? On n'a jamais connu ça. On se retrouve avec des nouveaux entrants, des startups qui arrivent à lever beaucoup de capitaux et qui arrivent avec beaucoup d'idées. Rien que ça, c'est nouveau, le fait qu'on ait des startups dans le spatial. Tout à fait. Tout à fait. Jamais on n'aurait pensé ça. On pensait que c'était que des géants avec des mastodontes. Maintenant, on a des startups aussi là-dedans. Tout à fait. On a des startups qui lèvent des capitaux qui leur permettent de faire des développements très significatifs. Alors effectivement, quand on est dans le spatial traditionnel historiquement, comme nous, on se retrouve un petit peu coincé précédemment par les maîtres d'œuvre qui captaient la lumière et maintenant les startups qui captent la lumière, malgré tout. Parce que, pardon, vous travaillez, vos clients aujourd'hui, en gros, c'est Airbus et... Pour ce qui concerne Mécano, c'est
tout le secteur industriel, spatial. D'accord. Oui, mais c'est franco-européen, on va dire, vos donneurs d'ordre. On a une dynamique à l'export aussi. D'accord. Donc, on travaille historiquement avec les maîtres d'œuvre, avec les agences, avec les équipementiers du spatial. On travaille avec des startups, avec des laboratoires du CNRS aussi, qui font du spatial. Et donc vous ouvrez, vous dites, à l'international aussi. Et on fournit. Vous travaillez de plus en plus avec maintenant. D'accord, ok. Tout à fait. Les États-Unis, l'Asie, maintenant, ce sont des clients chez vous. Alors, les États-Unis, c'est un petit peu compliqué. Bah oui, l'Amérique du Nord, oui. Le Canada, par exemple, oui. Okay. En fait, on a une dynamique. Enfin, on a nous une offre qui est à la fois produit et service. Et on se base sur notre offre produit, notamment de produits catalogues, pour des structures spatiales, pour aller. C'est ça, des composants de satellites, pour que ce soit clair, c'est ce que vous faites pour résumer. Ou des systèmes complets, composants ou systèmes complets. Ok, d'accord. Et on porte ça à l'export. Effectivement, et ça marche parce qu'on a des produits qui sont performants et qui nous permettent de nous battre au niveau mondial, en fait. Et donc, vous dites un marché en pleine ébullition. Le spatial, c'est 10% de croissance par an, c'est ça? C'est phénoménal, hein? Selon les sources, on entend 6 à 10%, effectivement. Oui, enfin, c'est quand même colossal. Ça jusqu'en 2030. Peut-être plus tard aussi. Donc effectivement. Et ça veut dire que vous allez recruter, que vous allez investir. Enfin, votre boîte, elle va peut-être se métamorphoser dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est quoi vos chiffres? Vous avez combien d'employés? Faites combien de chiffres d'affaires? Pour qu'on saisisse Mécanoïdé, vous posez quoi? Donc nous, on est autour de 90 salariés. Encore une centaine, 3000 mètres carrés de locaux, à la fois d'ingénierie, de production et d'essais. Et donc, oui, globalement, nous, on a procédé à des investissements colossaux pour nous. Les dernières années de 4 millions d'euros à la fois pour des bâtiments et des moyens. On investit beaucoup en R&D et on espère qu'effectivement la dynamique en cours dans le spatial va nous permettre de concrétiser ces investissements par de l'activité, notamment sur de la production de série. On est dimensionné pour faire de la vraiment à production de série. d'une nouvelle étape. C'est vraiment tout à fait. Très intéressant. Et alors, pour ce qui est de l'aéronautique, Olivier Leb, là, pour le coup, j'ai vraiment du mal à me faire une opinion. Parce que d'un côté, Guillaume Faury, ce matin encore, qui nous rappelait, Airbus a publié ses résultats hier, historiques. Ils n'ont jamais fait autant de profits. Cette année, ils comptent livrer plus de 700 avions, ce qu'ils n'ont jamais fait. Donc, visiblement, la conjoncture est excellentissime, et vous le disiez vous-même. Mais dans le même temps, hier soir, Augustin de Romanet, le patron d'ADP, nous dit... Ah bah écoutez, si moi je récupère mon trafic d'avant-crise en 2024 ou 2026, je suis heureux. Et la semaine dernière, c'est Bercy qui nous disait que les exportations aéronautiques ne sont revenues qu'à 57% de leur niveau d'avant-crise. Alors en définitive, qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce que l'aéronautique est oui ou non sortie de la crise? C'est complètement contradictoire d'un côté ce que nous dit le patron d'Airbus et de l'autre ce que nous dit Bercy ADP. Pas forcément complètement contradictoire, il y a des dynamiques qui sont différentes selon les régions du monde déjà, et c'est vrai que l'Europe n'est peut-être pas l'endroit où c'est reparti le plus fort. Oui, mais Paris, enfin, il y a les flux du monde entier, c'est pas que l'Europe. Et les aéroports. Et après, je pense que sur la question de l'aéronautique, on est là aussi dans un changement d'air, de même que sur l'espace, avec le New Space, on voit plein de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. C'est aussi vrai de l'aéronautique. Donc les compagnies aériennes, pour certaines, vont très bien, les compagnies low cost en particulier se portent bien, les compagnies classiques, traditionnelles, ont un peu plus de peine, celles qui sont sur le courrier, à redémarrer aussi bien. Airbus produit beaucoup d'avions, mais effectivement, ce sont des avions qui ne sont pas les longs courriers, hein, donc en termes de chiffre d'affaires global, on est probablement en dessous de ce qu'on a connu, mais les perspectives sont là, la dynamique est là, la demande fondamentalement de voyage, de découverte du monde, d'échanges avec des personnes qui vivent au loin est toujours. Et vous, au sein de vos écoles, vos étudiants, ils ont le moral. Ils se disent, bon, il y a eu un choc terrible avec la crise, mais on voit l'avenir en rose ou en vert aussi. On va parler de l'avion vert. Alors très concrètement, nos étudiants d'abord trouvent du travail. Donc alors là, c'est la question que je voulais vous poser aussi. Ça, ils trouvent du boulot facilement, Bien sûr, ça a été un peu plus difficile en 2020, mais dès cette année, dès 2021, on est revenu sur les modes habituels où les 2 tiers de nos étudiants avaient un emploi avant même d'être diplômés. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. En 2020, il a fallu qu'ils aillent rayonner un peu davantage sur d'autres secteurs. Le spatial a beaucoup joué là-dessus. Mais en 2021, on est revenu déjà à des embauches d'excellente qualité, comme aux meilleures années précédentes. Et à moyen et long terme, est-ce que vous pensez que l'aérien va rentrer quand même dans une phase de décroissance? D'une part, peut-être parce que des gens vont plus vouloir voyager pour moins polluer, et d'autre part, du fait du développement du numérique et du télétravail qui réduit les occasions de se déplacer. Vous-même, j'ai lu, vous faites 2 fois moins de déplacements parce qu'à la place, vous faites des zooms.
Vous prenez 2 fois moins l'avion à cause de Zoom. Donc effectivement, le contexte évolue, ça, quand même. les voyages d'affaires se réduisent, mais il y a un tel potentiel de croissance, on ne s'en rend pas bien compte. L'aéronautique et le spatial, c'est encore plus vrai, ce sont des industries encore très jeunes. On n'en est qu'au début du développement de l'aéronautique et du spatial. Ouais, c'est intéressant. Seule une petite partie de l'humanité aujourd'hui a accès à ces moyens. Ouais. Et la demande, en revanche, elle est mondiale. Tout le monde a envie de voyager, tout le monde a envie de bénéficier de moyens de communication qui passent par les satellites. Il y a un potentiel de développement qui est énorme devant nous. On a fait qu'effleurer le potentiel de développement de l'ensemble de ces technologies. Ouais. Et en matière d'aéronautique, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de nouveaux services qui vont arriver. On a aujourd'hui des systèmes de transport public à longue distance qui ont montré leur efficacité, qui vont se décarboner, parce qu'effectivement, il faut se décarboner pour rester compatible des contraintes dans lesquelles nous vivons. Ce sera ma dernière question, parce qu'il nous reste tout juste 2 minutes, même pas. La dépollution, justement, et ça vous concerne l'un et l'autre de manière différente. Je vais rester avec vous, Olivier Leb. La décarbonation... Très concrètement, est-ce que vraiment on va arriver à avoir un avion vert, peut-être un avion à hydrogène? C'est ce que le président de la République a demandé pour 2030. Vous y croyez à ce projet? Bien sûr, on va y arriver. Les pistes technologiques... Et dans les délais impartis, en 8-9 ans, on va avoir un avion à hydrogène? Ça va exister, ça? 8-9 ans, on aura des prototypes. Ça prendra plus de temps ensuite. Il va falloir remplacer tous les avions de la flotte mondiale. Ouais. Alors, on le disait, c'est encore une industrie en croissance, donc c'est plus facile de le faire que sur une industrie très mature. Mais ça prendra quand même du temps, compte tenu des modèles économiques qui sont à l'œuvre. Mais technologiquement, on sait faire. Et si on ne se trompe pas dans la façon dont on oriente les investissements, dans la façon dont on met en place également des incitations économiques pour faire en sorte que les compagnies aériennes soient incitées à aller vers l'avion vert, on y arrivera. Il n'y a pas de blocage technique là-dessus. Et vous, donc c'est très bien, c'est tout à fait porteur d'espoir. Vous, alors la décarbonation, je ne sais pas, mais en tout cas la dépollution, ça c'est un sujet dont de plus en plus de gens sont en train de prendre conscience. L'espace, c'est un endroit extrêmement pollué. J'ai lu, il y a plus d'1 million de débris de satellites qui gravitent autour de nous, avec les dangers qu'on imagine. Est-ce que vous voulez vous positionner là-dessus? Enfin, c'est un nouveau marché quelque part qui est en train d'émerger. Est-ce que vous pourriez vous positionner là-dessus? C'est pas du tout ce que vous faites aujourd'hui, mais vous dites après tout, il y a peut-être un marché à aller chercher. Et une autre question, je sais pas, moi je suis pas ingénieur, je fais pas ce que vous faites, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que les composants que vous fabriquez pourraient peut-être se dégrader, je sais pas, au bout d'un certain temps, pour qu'à la fin les satellites disparaissent d'eux-mêmes, un peu à l'image de ce qui est biodégradable? Ou est-ce que je dis n'importe quoi? On est dans la pure science-fiction. Alors non, je ne crois pas qu'on soit dans la science-fiction. Je vais essayer d'aller vite. Donc oui, il y a beaucoup de pollution dans l'espace. C'est un sujet qui est en cours de traitement. Enfin, on commence à ébaucher des solutions pour traiter ça. Nous, directement, en tant que PME du monde de la structure, on ne va pas pouvoir faire. Mais par contre, on peut contribuer. Hein, on a déjà des contacts pour contribuer à ce genre de choses. Okay. Ensuite, la deuxième partie de la question, savoir si on peut avoir des matériaux qui vont se décomposer. Voilà. Alors, il y a déjà un sujet qui est la désorbitation des satellites en fin de vie avant 25 ans. C'est la loi sur les opérations spatiales. Et il y a la notion de, effectivement, brûler complètement le satellite à l'entrée dans l'atmosphère. Donc oui, il y a des travaux là-dessus et on peut y contribuer. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir aujourd'hui sur le plateau de 60 minutes business en direct de la CCI de Toulouse. Olivier Leb, directeur général d'ISAE Supaéro, et Didier Meignier, fondateur et gérant de Mécano Iné. Merci beaucoup à tous les deux.